Bienvenue à une autre émission de Dans les coulisses du Sage. Donc, très content aujourd'hui de me retrouver avec un entrepreneur créatif qui a créé sa marque de vêtements et qui a fait la route pour venir jusqu'ici. Thibaut, comment ça va? Ça va très bien, merci Alex. Et toi? Et c'est Thibaut Bikerai. Magnifique. Waouh. Non, magnifique. mais je veux dire, comme tu m'as dit que c'est magnifique, moi je trouve que le nom est magnifique. Je te remercie. Mais d'ailleurs, Bikerai, ça vient de où ça, justement? Ça vient de Corse. Ok. Petite île en dessous de la France. Ok. Tu es né là-bas? Non, mon père est né là-bas. Mon père vit là-bas. Ok. Mais ma mère et moi, on est nés dans le sud de la France. Ok. Donc ça reste dans le sud, quoi. Et qu'est-ce qui t'a ramené vers le froid? Ça, c'est une bonne question. On commence direct. On commence direct dans le dur, quoi. Ouais. La vérité, vraiment, ce qui m'a ramené à la base, ça fait longtemps, hein, ça fait 8 ans maintenant que je suis là, c'était vraiment sans faire... c'était l'ouverture d'esprit des gens ici et la gentillesse des gens. À la base, c'est ça. Il y a beaucoup... Écoute, la dernière fois, on a eu les propriétaires de Mami Calfouti, je veux dire, c'est des entrepreneurs français, Joseph et Nicolas, que je salue d'ailleurs, et ils m'ont dit justement, ils sont venus ici, au Canada, pour lancer leur entreprise, en raison de l'ouverture d'esprit, que les gens sont gentils. Est-ce que ça veut dire que les gens en France sont méchants? Je comprends pas. J'avoue, hein, souvent on nous dit ça, mais non, mais... Surtout dans le sud. Ok. Et c'est sûr que là, je parlerai pas de Paris parce que... Ah non, Paris, là, on parle pas. On comprend ça. Mais non, mais j'avoue que... Parisiens, hein. Mais non, l'ouverture d'esprit est quand même vraiment pas la même. Honnêtement, ça commence à aller de mieux en mieux en France, évidemment, comme partout, j'imagine, sur Terre, là. Mais moi, ici, c'est ça qui m'a marqué. Plein de sujets là qui font que ici c'était beaucoup mieux et même au niveau entrepreneuriat, etc., c'était beaucoup mieux de venir ici. Mais à la base, c'est juste qu'on est venu, je suis venu rejoindre mon amie, qui est maintenant ma partenaire et ma conjointe, mais qui à la base était mon amie. Moi, j'habitais à Londres, elle m'a dit viens au Canada, c'est vraiment cool, viens au Canada, tu verras, Montréal, c'est vraiment cool. Donc je suis venu avec ma copine de l'époque qui était anglaise, on est venus tous les deux vivre chez mon amie. Wow. Ça, je te parle de ça, c'était 2010. Et en fait, j'ai adoré. Ma copine anglaise n'a pas du tout aimé. Donc, elle est repartie chez elle. Moi, elle m'a laissé ici. J'étais donc en colocation avec mon ami. De fil en aiguille, voilà. C'est devenu plus TikTok. Tu vois, voilà. Et finalement, j'ai ça. J'ai découvert cette ville, j'ai découvert le pays. Et en vrai, c'est ça, j'ai adoré. Il y a 10 ans en France, j'avais déjà quitté la France, j'étais déjà parti à un moment parce que par rapport à ce que je te disais, l'ouverture et plein d'autres choses. Et finalement, non, c'est ça, je me suis rendu compte. Honnêtement, c'est un peu cliché de dire ça, mais je trouve qu'ici, c'est la gentillesse des gens, quoi, la gentillesse des Québécois, comment on a été accueillis aussi en tant que Français. Maintenant, je t'avoue, ça fait 10 ans, je sens que ça commence à être un peu différent. Et je sens qu'on en a un peu marre des Français, ce que je comprends totalement, parce que la plupart, ils viennent 2 ans, ils foutent le bordel et ils sont... je comprends. Mais non, en fait, c'est ça, je me suis senti bien et maintenant, je me sens chez moi, quoi, ici. C'est ça qui est fou, c'est ça qui est cool. Mais justement, Thibaut, en fait, content de savoir un peu comment t'as pu te venir ici. Mais si on revient à la base, on revient plus loin, là. Est-ce que le Thibaut de 8 ans, il se dit un jour, je vais être entrepreneur? De 8 ans? Ouais. En tout cas, alors, oui, j'ai toujours voulu avoir mon business parce que j'ai jamais vraiment aimé l'autorité. Donc, je me suis toujours dit, si j'aime pas l'autorité, il faut que je ton propre boss. Je sois mon propre boss, pardon. Et donc, oui, je pensais à ça. Et bizarrement aussi, depuis que je suis tout petit, moi j'ai beaucoup déménagé avec ma mère. On a fait plein de villes différentes en France, on est parti à plein d'endroits. Donc j'ai toujours su que sûrement aussi j'allais à un moment donné partir, quoi. Et c'est elle qui m'a inculqué ça, c'est ces valeurs de voyage et de découverte, du coup. D'autres cultures, de plein de choses. Donc en vrai, je pensais peut-être pas en être là où j'en suis maintenant. Je savais pas vraiment dans quoi, honnêtement. Quand j'étais petit, c'est marrant, on en parlait avant, mais quand j'étais petit, moi je voulais être footballeur, comme tous les Français, du Sud et tout. Évidemment, mais j'étais nul au foot, donc j'ai pas pu. Clairement, tu vois. Mais au moins, t'es honnête, hein. Parce que t'aurais pu me dire, écoute, j'avais cette équipe-là, mais je me suis blessé au genou. Exact, les croisés. Voilà, c'est les croisés, les fameux croisés. Voilà. Mais non, parce que je sais que s'il y a des amis qui écoutent, ils vont dire que je mens totalement parce que je suis nul, ils le savent très bien. Mais ça reste une passion. Enfin, en tout cas, tout ça pour dire que ouais, j'imaginais quand même faire quelque chose dans ce style-là
à l'étranger, en tout cas. OK. Déjà petit. Donc, déjà, bien jeune, tu te voyais, tu avais déjà une ouverture sur le monde que, bah, c'est peut-être pas ici que je vais faire, c'est peut-être pas ici que je vais faire la majorité de ma vie. Exact. Mais, je suis encore dans la jeunesse. Tant que tel, quels sont les premiers, quel type de jeune tu étais, là, en fait, qui pourrait amener au niveau de ce qui tu es aujourd'hui? On parle de, là, tu es un homme créatif, un entrepreneur qui aime pas trop l'autorité. Mais en étant jeune, est-ce que ça s'orientait vers ça? Franchement, ouais. Franchement, je pense que oui, parce que... Bah, tu vois, déjà, j'avoue, j'étais pas un très bon élève. Enfin, j'étais quand même assidu, je suis quand même quelqu'un d'assidu, je fais quand même attention, j'essaie d'être propre dans ce que je fais, mais j'avoue que c'était plus au niveau du comportement. Comme je te dis, j'aimais pas l'autorité déjà petit. Je répondais à ma maman, ce qui est vraiment... j'en ai honte maintenant quand on en parle, j'étais vraiment horrible comme enfant. Mes professeurs... Enfin, je leur ai fait... Enfin, c'était horrible ce que je faisais. J'étais vraiment un enfant... j'étais pas cool, quoi. Mais, en n'étant pas cool comme ça veut dire que je savais quand même où je voulais aller. Et il fallait le vulgariser de la meilleure manière. Exactement. Et il fallait juste que je comprenne, en fait, voilà, je le vulgarise, que je comprenne où je voulais aller. Et à partir du moment où j'ai compris où je voulais aller, et ben là, je suis devenu un peu moins bête, dans le sens où j'écoutais, je prenais les conseils, parce qu'en plus, tu sais, les professeurs, quand ils m'engueulaient, c'est parce que j'étais insolent, alors qu'ils voulaient juste m'aider. À partir du moment où j'ai commencé à comprendre ça c'est plus 17-18 ans, tu vois. Mais c'est un éveil, hein, quand même. Ah ouais, de fou. C'est un éveil quand tu te rends compte que comme... j'étais con. Ah ouais, mais tellement. Puis à ce moment-là, ben, à 17-18 ans, là, OK, on revient dans ces souliers-là. À ce moment-là, est-ce que tu avais déjà essayé de partir de petit business? Est-ce que tes petits jobs que tu faisais, est-ce que c'était alentour de ça ou vraiment on était loin de ce que tu es aujourd'hui? Non, en vrai, quand même. Donc, comme je te dis, depuis petit, je sais que j'ai envie de faire quelque chose moi-même et d'être entrepreneur, d'être mon propre patron. Mais honnêtement, 18 ans, 19 ans, 20 ans, jusqu'à là, à aucun moment j'ai su quoi faire exactement, tu vois. Je savais pas vraiment dans quoi aller, donc j'ai fait plein de petits boulots. J'étais pizzaiolo, j'ai travaillé en tant que facteur dans des magasins, dans vendeur, enfin plein de trucs. Mais vraiment, je savais pas trop quoi faire. Juste, j'étais rêveur. Je faisais que me dire un jour j'aurai une opportunité. Et je me suis toujours dit ça. Je vais avoir une opportunité. Et c'est à ce moment-là, je vais la saisir et peut-être que là, il y aura quelque chose. Et j'ai eu cette opportunité, en venant ici finalement. Donc c'est ça, tu vois, c'est vraiment ce Montréal, ce pays et tout qui m'a vraiment fait devenir qui je suis maintenant et évoluer comme je voulais évoluer quand j'étais petit. OK, donc là on arrive, on fait le voyage, on arrive ici. Ben, d'ailleurs, quand tu arrives ici, quelle est ta première impression? Alors déjà, je suis arrivé ici, c'était en janvier. Donc tu connais, hein. Est-ce que t'as des problèmes avec le front ou ça va? Un peu. Bah, tu sais, je suis du sud, j'ai grandi à la mer. Enfin voilà. Donc, la rivière des Prairies puis la mer devant chez toi, c'est pas la même chose. Non. Non. Mais ça fait 10 ans, tu vois, ça veut dire que même si... Je t'avoue qu'à chaque fois que l'hiver arrive, en novembre, il y a un blues. Ouais. Chaque année, toujours pareil, je le sais. Même souvent, je dis à ma part... Je suis né ici. Pareil. J'ai le blues quand même. Alors imagine, tu vois, donc c'est qu'il y a quelque chose, tu vois, et à chaque fois je dis à ma copine, à ma conjointe, là, je lui dis putain, mais qu'est-ce qu'on fait là, tu vois, à ce moment-là, mais je sais très bien ce qu'on fait là finalement, c'est que regarde, ça fait 10 ans, et finalement on est bien, quoi, on est bien, donc c'est compliqué, je sais plus ce que tu me demandais. Donc t'es arrivé en janvier? Je suis arrivé en janvier. Comment ça se passe? La première chose que tu fais, est-ce que tu as goûté à une poutine dans la première semaine? Comment ça s'est passé? La première chose que je fais, je vais dans un café avec ma copine donc de Londres de l'époque. Et à l'époque, j'aimais bien... on peut parler de ça, c'est légal ici. J'aimais bien fumer de l'herbe. Et je sais qu'ici, c'était assez fou et on avait de la bonne herbe et tout. Donc, première chose que je fais, et c'est pour ça que j'ai été genre, t'as vu Montréal, c'était incroyable pour moi parce que chez nous, on n'a pas le droit de fumer. En France, c'est vraiment interdit. En fait, à l'époque, t'avais pas nécessairement le droit, mais maintenant, oui, voilà. Oui, on continue. C'est vrai. Mais c'est juste pour dire encore, c'était fait Montréal, quoi, où j'arrive et j'étais dans la rue et je me rappelle que je cherchais justement à avoir de l'herbe. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, mais tu veux de l'herbe? Mais tiens. Et il m'avait donné de l'herbe gratuitement, quoi. J'avais pu, et là, je me suis dit, c'est incroyable. La gentillesse. La gentillesse des Québécois, tu vois. Et non, donc voilà, il y a eu ça. Et puis j'ai rejoint mon ami et oui, on a mangé, j'ai rencontré les gens d'ici. Elle m'a accueilli avec une soirée tout de suite où il y avait plein de gens et c'était cool, quoi. Donc ça, c'était vraiment le tout début. Et ensuite, j'ai travaillé. Est-ce que t'as trouvé un travail? Ouais, j'ai trouvé un travail. Et comment ça s'est passé? Comment cette intégration-là, le but, c'est de savoir, OK, qu'est-ce que t'as fait quand t'es arrivé ici, surtout? Qu'est-ce que t'as fait qui t'a amené à l'idée de dire, oh, tu sais quoi? Je veux partir mon truc. OK. Bon, déjà, en arrivant ici, c'était là. Il y avait déjà l'idée. Ouais, je commençais à me dire j'y vais pas pour rien non plus. Je voulais commencer à créer quelque chose. Et j'ai toujours adoré la mode.
J'ai suivi, à la base, je suivais beaucoup les modes, donc j'ai eu des périodes où il y a des photos de moi jeune, les modes, c'était pas ouf. Hein. Donc il y a des photos hardcore. Ça serait bien que tu nous les envoies, peut-être qu'on va les mettre un peu dans le podcast. Ça, on verra. Mais donc j'ai toujours aimé la mode. Okay. Et en arrivant ici, je me suis dit, bon après, la mode en général, hein, je parle vraiment des magasins, peu importe. Et j'adorais à l'époque American Apparel, qui était, j'adorais, je m'habillais là-bas beaucoup. Et donc c'était mon premier boulot. Quand je suis arrivé ici, c'était mon premier job. J'ai travaillé chez American Apparel sur Mont-Royal. Donc, le MO8 s'appelait. Bonjour à l'équipe. Belle boutique. Belle boutique. Ouais. Petite boutique, belle boutique. Et donc j'ai commencé là. Honnêtement, c'est ça aussi. Franchement, c'est ça aussi qui était fou quand je suis arrivé. Je pense en 2 semaines, j'ai eu un travail. Quoi. Tu sais, tu vas en France, dans le sud d'où je viens. C'est compliqué. Enfin, c'est vraiment compliqué, à part si tu vas à Paris ou dans les grandes villes. Donc là, je suis arrivé, honnêtement, 2 semaines, j'ai eu un travail. Un travail cool en plus. Et ça aussi qui était fou comparé à chez nous, c'est que, après on pourra revenir aux détails si tu veux, mais au bout de 4-5 mois déjà, j'évoluais en poste. Tu vois, donc c'est quand même fou, je trouve. Ils m'ont fait confiance rapidement. Et donc j'ai travaillé chez American Apparel pendant quasiment toute l'année où j'étais ici, où j'ai fini, où j'étais gérant du magasin. Et après, grâce à ça, je suis parti dans d'autres pays, entre-temps, visiter, voir si c'est ce que je préférais. Mais je suis revenu ici, mais tout ça grâce aussi à American Apparel finalement. Je suis parti en Australie, travailler au American Apparel d'Australie. Donc tu as vu les opportunités avec l'American Apparel et puis tu es allé à gauche, à droite. Tout ça en vrai, j'ai travaillé dans le stock à la base ici. Après, j'ai été gérant de la boutique. Je suis parti en Australie, gérant de boutique aussi. Donc finalement, ça m'a appris un peu comment gérer un magasin, comment tout ce qui se passe autour de la mode finalement, parce que c'était quand même une marque qui était quand même, c'était quand même super connue. C'est une marque qui est reconnue, quand même. Et donc j'ai appris plein de choses. On est revenu ici finalement parce qu'on n'avait pas trouvé mieux ailleurs et on a trouvé qu'ici vraiment c'était le mieux. Et là avec ma copine qui elle a toujours voulu avoir une marque de vêtements. Elle c'était clair et net pour elle petite. Mais toi à ce moment-là est-ce que tu étais dans une optique on va voir, j'aimerais ça travailler avec elle ou j'aimerais ça lancer l'entreprise? Bonne question. Ou comment tu vois ça? Très bonne question. En fait, on a travaillé ensemble en Australie. Moi, quand je suis rentré chez American Apparel, je l'ai fait rentrer aussi, elle, dans le stock. Donc, on a pu travailler ensemble pendant 6 mois. Donc, on a vu, déjà, parce que tu sais, quand même, travailler sa copine, tous les jours ensemble. En plus, on vivait dans un van à l'époque, donc dans le van tous les deux, travailler ensemble, etc. Bon, bref. On a vu que ça se passait super bien, finalement. Cool. Et donc, on est revenu ici. Là, il se passe plein de choses, mais entre-temps, on est venu ici. Et donc là, c'est elle qui a lancé le sujet. Elle voulait créer une marque de vêtements haut de gamme, un peu de la haute couture. Et moi, je t'avoue que j'avais aucune connaissance là-dedans, donc j'étais pas trop chaud. Mais je voulais quand même, j'adorais l'idée de créer une marque de vêtements, mais pas de la haute couture. Donc on a réussi à trouver un accord commun où on créait une marque de streetwear, ce qui pour elle quand même, ça n'avait rien à voir à ce qu'elle voulait faire à la base, mais quand même, elle dessinait ses vêtements. Mais il y a une manière de faire streetwear, puis que ça soit high-end quand même. Exactement. Et en fait, c'est parti. Tout simplement, et ça c'était 2015. Ouais, en revenant, donc on est revenu ici en 2015 avec notre résidence permanente qu'on avait lancée en partant en Australie. Ça a pris 2 ans, 3 ans. On est revenu 2015, s'installer pour de bon, en tout cas. Et on a lancé ça, 2015-2016. On a vraiment créé le truc. Au début, on faisait des dessins, on vendait des t-shirts à nos amis. La réception était bien? La réception était bien. Franchement, on en vendait. On a écoulé notre premier stock grâce aux amis, bouche à oreille, tout ça. Et on s'est dit, OK, on va essayer d'aller un peu plus loin. Évidemment, on travaillait tous les deux à côté. Absolument. Il fallait payer tout. Oui, tout à fait. Et puis petit à petit, c'est ça. Moi, on faisait des vêtements. Moi, je prenais ma valise. J'allais voir les boutiques. Bonjour, est-ce que vous voulez Je démarchais un peu les boutiques et tout. Et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Et bon, à ce moment-là, comment le sage est venu justement dans ton parcours, puis comment t'as entendu parler de ça? Alors, bonne question aussi. C'est une bonne question tout ça, j'aime bien. Merci. En fait, c'est important ce que tu dis parce que, évidemment, on est revenu en 2015 ici parce qu'on avait adoré la ville, on avait adoré les gens comme je t'en ai parlé au début, mais aussi parce qu'on savait que quand tu es entrepreneur, que tu commences l'entrepreneuriat, que tu commences à créer un business, Montréal, enfin en tout cas le Québec, aide beaucoup les entrepreneurs. Ils misent beaucoup sur eux pour l'avenir, pour tout, et c'est super. L'économie et tout ça. Exactement. Et donc, ça a été un facteur très important pour nous de revenir ici pour créer notre business ici. Parce qu'en fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que après l'Australie, on est parti en Suisse pour travailler pendant 2 ans, où là, on a commencé. C'est là où on a commencé à griffonner un peu. Exactement. Et en Suisse, parce qu'en Suisse, le salaire est très élevé. On a gagné beaucoup d'argent, on a mis tout de côté pour créer notre première vraie collection quand on est revenu ici. Mais donc, tu vois, on aurait pu continuer à la créer là-bas. Mais l'idée était de revenir habiter ici parce que vous étiez bien, mais tant que tel, les deux ensemble, vous étiez conscients de, OK, on va aller faire le maximum de sous
pour qu'on puisse réinvestir dans l'entreprise. Exactement, et qu'on puisse venir ici et profiter pas profiter du tout de l'État, là, mais profiter de l'aide. Bénéficier de l'aide du gouvernement. Bénéficier, exactement, c'est le bon terme, de l'aide qu'on peut nous apporter. Et donc, Emma avait entendu parler du SAGE, justement. On la salue, Emma. Salut. Et oui, c'est Emma d'ailleurs, je sais pas si j'avais dit son prénom. Elle avait entendu parler du SAGE, et donc on a postulé pour ça. Mais ça, tu vois, on avait quand même commencé, on avait sorti notre première collection pour voir un peu comment. Là, je te parle plus des t-shirts qu'on avait dessinés, qu'on vendait aux amis. Là, c'est vraiment une première collection. Et ouais, pour tester un peu le marché, pour voir un peu. On avait fait, moi j'ai fait des études de marketing, donc on avait fait un plan d'affaires, tout ça, on avait commencé. Mais là, on parle des collections, on les a sorties ici à Montréal ou on les a sorties ici? Ok, parfait. Ici à Montréal. La première vraie collection. À Montréal. À Montréal. Ok. Et du coup, on entend parler du SAGE. Et en fait, on sait que les critères de base, ça c'était il y a longtemps, je sais pas si c'est encore pareil, mais à l'époque, le critère, il fallait être sur le chômage. Ok. Et avoir quand même commencé son entreprise, mais sans générer trop de cash. Donc là, on parle de la mesure STA. La mesure STA, Parfait. excuse-moi. La mesure STA. Non, mais c'est exactement ça, juste pour clarifier pour les gens. Exact. La mesure STA du SAGE, quoi. Et donc, moi, j'étais en centre d'appel pour TELUS. Je vendais des forfaits cellulaires et tout. Génial d'ailleurs, c'était super cool pendant longtemps. Payant, hein? Ouais, très payant. C'était très bien. Payant, franchement, très payant. On a beaucoup de... Je vois qu'on a beaucoup de... Moi aussi, je l'ai... Tu l'as fait chez TELUS, par rapport à centre d'appel, mais pendant que je lançais une entreprise, j'étais là en même temps. Donc, background, on se rejoint. Je te laisse continuer. 100%. Mais, et donc, je me suis super bien entendu avec mon patron de l'époque. Et je lui ai expliqué que j'étais en démarche de créer mon business, que j'avais ma première collection, etc. Et il a été, honnêtement, lui aussi, il a été génial parce qu'il a été d'accord de me faire un accord à l'amiable, en fait. Ouais, exactement. Et de me mettre au chômage. Et donc, grâce à ça, Emma, pareil, elle avait fini son contrat. Donc, grâce à ça, on a pu postuler au STA. Avec le SAGE. On a passé un entretien devant 5 ou 6 personnes. Pour présenter le projet. Un comité, exactement. Un moment, honnêtement, tu sais, c'était nos débuts, nous. On est là, on présente notre marque, on sait pas trop et tout. C'était fou, quoi. On était stressés, on avait la boule au ventre avant. Je me rappelle, on était dans la petite pièce, comme là, la petite pièce, là, et on se parlait, on était stressés, on entendait les autres qui pitchaient leur marque aussi, enfin leur entreprise. Et ça a été à nous, on a pitché ce truc et on a été reçus. Donc là, c'était. Et c'est à partir de ce moment-là, en vrai, c'est à partir du moment où le SAGE a dit oui pour la mesure STA. Que là vraiment ça nous a lancé dans le business en fait parce qu'on a plus eu de boulot, on s'est juste concentré. C'est cool en plus que vous le faisiez les deux ensemble. Exact. Donc à ce moment-là les deux vous faisiez la même chose, on était c'est super. C'est super, mais c'est aussi il y en a pas un qui, tu sais, il y a pas un des deux qui a un autre travail, si jamais ça marche pas, les deux ça marche pas. Il y a pas de rentrée d'argent, s'il y a pas de rentrée d'argent, il y a pas de rentrée d'argent, c'est ça que je veux dire. Mais c'est là où c'était cool, c'est que le SAGE, donc ils nous ont financé. Pour expliquer un peu comment ça fonctionne le SAGE, c'est qu'ils nous financent 1 an du salaire minimum, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Sur 1 an, salaire minimum, sur un temps plein en fait. Exact. Voilà. Exact. Pour que tu puisses te concentrer. Exactement. Vous concentrer sur l'entreprise. Et ce qui est fou, les deux on avait droit à ça. Et donc on a pu se concentrer honnêtement, et c'est là où il y a eu le tremplin, et c'est là où vraiment ça a fait la différence, et que c'est ça aussi au Québec qu'on a adoré, parce que pendant 1 an, on a pu se soucier que de notre entreprise. 100%. Pas un moment, on se disait, bon, évidemment, on roulait pas sur l'or, tu vois, on faisait attention et tout, parce qu'il y avait des dépenses, etc. Mais c'est fou de se dire que pendant 1 an, quelqu'un nous prend en charge, nous finance pour lancer le business. Et en plus de ça, on avait des cours. Donc ça qui est quand même fou. Une fois par semaine, on allait dans les locaux. À l'époque, c'est dans les locaux, je pense. Là, c'est un peu hybride, mais peut-être ça va revenir. Il y a quand même une pandémie, apparemment. Ouais, apparemment. mais c'est ça, on allait dans les locaux. Donc on était avec, je pense, on était 17 ou 18. Donc plein d'entrepreneurs qui lançaient leurs trucs. Et avec des super profs. Je suis encore en contact avec des profs qu'on avait, ou des conseillères. Donc on a un suivi. Tu sais, on parle encore avec ces gens-là. Génial, quoi. Franchement, ça nous a... Et honnêtement, c'est grâce au SAGE qu'on a pu vraiment décoller sans se soucier de rien, en fait. Mais c'était quoi le... Est-ce que vous voyez... Parce que bon, des marques de vêtements, il y en a à gauche, il y en a à droite. Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez approché cela en étant en connaissance de cause ou avec une certaine témérité? J'avoue que non, c'est vrai, hein, c'est vrai que on n'est pas allé dans le plus simple. J'avoue qu'il y en a énormément des marques de vêtements, il y en a encore plein maintenant. Il y en a qui arrêtent, il y en a qui continuent. Et c'est vrai qu'on y a été en connaissance de cause dans le sens où tous les deux on adore les vêtements.
on adore la mode. Ouais. Donc La passion vous a guidé, en fait. La passion, voilà. La passion, moi je t'ai dit, ma passion c'est le foot et la mode. Et un peu le rap aussi. Oh. Et on connaît jusqu'à maintenant, tout va bien. Voilà. Et Emma, énorme passion pour la mode aussi. Elle dessine des vêtements depuis qu'elle est petite. Elle m'a encore montré des bouts qu'elle faisait quand elle était petite, de luxe, là, comme je te disais, du haut de gamme, surtout des robes, des trucs cool, quoi. Mais donc, on savait à peu près où on allait, mais honnêtement, déjà, on était français, tu sais, nous, on arrive ici, donc on n'a pas vraiment de connaissances. Tu sais, on a des amis qui sont dans la mode et qui connaissent des gens. C'est plus facile, évidemment, quand tu t'entoures bien depuis que tu es jeune. Nous, on est arrivé ici, on a dû tout faire. Tout refaire. Réseau de contact, tout ça. De zéro. Le sage nous a bien aidé. Mais donc, pour répondre à ta question, oui, c'était difficile, mais on savait quand même où on allait. Et puis, oui, il y a beaucoup de gens qui font de la mode, mais nous, on est allé un peu ailleurs. On a essayé de créer quelque chose de... Bah après, il y en a qui le font, hein. Je ne dis pas qu'on est les seuls à faire ça, mais de quelque chose d'original, de très coloré, de très funky. Et on s'est rendu compte, quand on est venu à la base, que c'est moins le cas maintenant, mais avant, les Québécois étaient quand même assez habillés, surtout peut-être par rapport à l'hiver, mais il y avait beaucoup de noir, beaucoup de gris, beaucoup de ces couleurs assez ternes. Donc on s'est dit, on va essayer un peu de péter ça en mettant de la couleur. Et j'avoue que ça a pris, quoi. Okay. Ça a pris. Donc là, on a eu un coup de chance aussi sûrement. Après, ça c'est Emma qui gère bien. Ça a pris. Ben, vous avez créé votre chance, en fait. Bien sûr, on a créé notre chance. Quand même, vous avez travaillé, vous avez bossé dur. Et puis, d'où est venu le nom Birds? Alors Bird, parce que... Bird, pardon. Oui, ça c'est le... Bird. Mais Bird de l'oiseau, évidemment, parce que très longue histoire des oiseaux, parce que, en tout cas, bon, ça plein de symboles. Ben, on a quand même le temps, parce qu'on veut savoir. Mais alors, tout à la base, c'est quand on brainstormait de créer une marque de vêtements en Australie, justement. On se disait, on va en créer une. On cherchait un nom. C'est dans le van. Vraiment, ça, c'est histoire vraie, quoi. Discussion de van. Ouais, mais vraie histoire, quoi. Il n'y a pas de... C'est vraie histoire. On est dans le van. Incroyable ce qui s'est passé. On est dans le van, on parle de la marque et tout, comme on pourrait l'appeler. On avait quand même cette idée de un peu un oiseau, quoi, parce qu'on a toujours aimé ça, je sais pas, le voyage, la liberté. Un oiseau avec ton parcours, ça connecte. 100%, Emma, un parcours un peu préparé, donc c'est ça, toujours, en tout cas, c'était ça. Et là, pendant qu'on parle de ça, true story, un aigle qui descend devant nous, qui chope un serpent, qui remonte dans les airs, sûrement il se passe un truc, bon il lâche le serpent, mais en tout cas cette image est incroyable. Donc le rapace là qui descend, qui chope le serpent et qui repart, et là on s'est dit oh là là, rapace, tout de suite, on l'a appelé rapace. À la base, on l'avait appelé rapace. Et rapace, on s'est rendu compte premièrement que c'était un peu... Ça agresse un peu, tu vois. Rapace, ça fait un peu rapace, quoi. Même si j'adore les rapaces et que l'image est belle, et en plus c'était pris par... C'était symbolique l'image aussi à la base. Exact. Mais donc, c'est un peu agressif, un peu. La marque était prise de toute façon, donc on ne pouvait pas l'appeler comme ça. Donc on s'est dit, bon, on va quand même trouver quelque chose par rapport à un rapace, Bird, qui était beaucoup plus mignon. Mais on a aussi voulu l'écrire B-E-U-R-D, parce qu'on est français, et on voulait quand même garder ce côté un peu français. Et on sait très bien que nous, les Français, on n'a pas un très bon accent anglais. Donc Bird, c'est devenu Bird. Voilà, tout simplement. Donc c'est ça l'histoire du nom, quoi. Ça me fait rire parce que bon, je vais te relancer sur une question qui reste dans le contexte, mais ça rentre dans le contexte du français. Faut m'expliquer pourquoi on appelle Will Smith Will Smith. J'avoue. C'est fou, hein? J'avoue. Jusqu'à maintenant, il y a aucune personne qui a pu me répondre à me dire. Ben Alexandre, non, il n'y a aucune... Il n'y a pas. Voilà. Bref, on retourne à ce qu'on disait. Mais voilà, mais tu vois, Non. Mais en fait, OK, donc, vous créez l'idée de Burn, on revient ici au Canada. Et là, OK, tu avais déjà fait du démarchage et tout. Là, on a commencé à avoir la bourse du sage, entre guillemets. Et là, quand vous avez reçu le oui, là, puis que vous avez dit, on vous accepte les deux, là. Ouais. C'est quoi la première chose que tu as faite? Voilà, j'ai appelé ma mère tout de suite. OK. J'ai appelé ma mère. Maman, on l'a eu, parce que ma mère, elle m'a toujours soutenu depuis le début. Donc, quel que soit le projet, elle voulait me soutenir. Donc là, je l'ai appelée. Elle a appelé la sienne. On était super heureux. Honnêtement, on était super heureux parce qu'on s'est dit, et là, honnêtement, c'est par rapport au financement surtout. On s'est dit, putain, on a un an où on peut être vraiment à fond dessus, sans problème. Se lancer, Et puis, ça faisait quand même... Le sage, on l'a eu... C'était quand, en 2017? Et tu vois, on est revenu en 2015, donc j'ai travaillé 2 ans, Emma aussi. Donc tu sais, pendant 2 ans, on avait ce projet, donc ça a pris du temps quand même, tu vois. Et là, on s'est dit, la consécration, quoi. Ça y est, enfin, on peut tout arrêter, faire que notre projet. Donc honnêtement, on était vraiment heureux. C'était du stress, quoi. C'était du stress d'attendre. On se disait, si on l'a pas... Bon, après, ça nous aurait pas... On aurait continué pareil, tu vois. Mais ça aurait pris plus de temps. Et donc, non, c'était vraiment bonheur absolu quand on a eu ça. Et puis... On est sur une lune de miel, actuellement. Ouais, de ouf. Et justement, cette lune de miel-là,
elle prend fin à quel moment? Quand est-ce que la première porte, là, ou le premier challenge qu'on fait comme waouh? C'est rapide, hein. Ouais. C'est expéditif. Franchement, c'est rapide. mais tu vois, je t'avoue que pendant 1 an, quand même, elle a duré tout le long du sage. C'était quand même lune de miel parce que, quoi qu'il se passe, même si on rencontrait des échecs ou des barrières, on se disait, c'est pas grave, on peut se le permettre. Et c'est pour ça qu'on prenait des risques à ce moment-là, parce qu'on disait, on a le sage qui nous back. Donc si on se trompe et tout, c'est pas grave. Ça va. Mais là où ça commence à être compliqué, c'est quand il reste 2-3 mois, tu vois, du sage, on se dit, putain, là, on n'aura plus l'argent, là, ça va être compliqué, comment on va faire et tout, on n'aura plus les cours, plus le suivi, là. Bon, le suivi, on l'a toujours finalement. Et c'est là où c'est très bizarre, c'est que j'ai l'impression que naturellement, tu sais, nous, on se disait, je pense que ça se finissait en mars, je crois, ou février, on se disait, là, comment on va faire? Comment on va faire pour vivre? Parce que là, c'est fini. Là, tu vis, tu te débrouilles, c'est soit tu reprends un travail, soit tu... Ça a sorti le meilleur de vous-même. Et là, en fait, exactement. Et en fait, on s'est dit, mais c'est bien que ça dure juste 1 an, parce qu'au moins, au bout d'1 an, boum, il faut remettre un deuxième coup. Donc, on a mis un premier coup quand on a eu le sage, et le deuxième vrai coup que tu dois mettre. Et honnêtement, il n'y a pas tout le monde continue finalement leur business après le sage. Il y en a qui arrêtent parce que... C'est dur. C'est dur. C'est dur. Nous, c'était dur, attention. Nous, c'était dur de fou. Hein. On est 2 en plus, comme je te disais. Donc, si ça ne marche pas, les 2, il n'y a pas un qui fait un travail, qui ramène un peu l'argent à la maison. Tu vois. Donc, c'était dur. Mais la lune de miel, elle repart un peu du coup, tu vois, en se disant, allez, il faut y aller. Mais là, par contre, là, l'échec, on n'a pas eu un énorme échec qui nous a tués. Mais je pense qu'il il peut... Juste après le sage, là, pendant l'année après le sage, un gros échec peut, je pense, presque te tuer, quoi. Ça va, 100%. Donc, ben, vous avez pu vous en sortir, vous avez pu avoir vous avez pu, comment dirais-je, lancer l'entreprise. Même après le sage, on a pris une tangente, et puis vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Et ça, on parle de 2018, là. Donc maintenant, ça fait 3 ans que vous êtes en opération suite à ça. Exact. Ça m'amène à une autre question, parce que tu as quand même une particularité. Tu travailles avec un associé qui est ton partenaire, ta partenaire de vie. Exact. Comment faire cette conciliation-là? Et comment, justement... Non, parce que je te pose la question, parce que ça fait partie de la réalité de l'entrepreneur, et il y a des gens que, tu sais, il y a des réalités dans les entreprises familiales, il y a des réalités dans les entreprises de partenaires associés, mais quand tu partages ta vie avec ton associé, quels sont ces défis-là, et quels sont comment vous avez pu vous en sortir pour être encore là aujourd'hui? Ouais, j'avoue que je pense, honnêtement, c'est une question qu'on nous pose souvent, là, nos amis et tout, ils nous disent, mais comment vous faites, les gars? Et j'avoue que c'est quand même un des gros défis de l'entreprise, de notre entreprise, parce que alors oui, ça fait 10 ans, ça va faire 11 ans qu'on est ensemble, donc c'est vraiment, c'est magnifique là, cette relation qu'on a. Mais on se rend compte que plus on avance dans l'entreprise, plus c'est compliqué, plus c'est un défi à relever, parce que justement, comment on vit ensemble tous les jours, on travaille ensemble, on est au même endroit tous les jours. Donc c'est, en fait, là où vraiment, ce qui est bien déjà, c'est qu'on a tous les deux des domaines très différents dans le business. C'est sûr, c'est ça qui sauve le truc. Parce que si on faisait tous les deux la même chose, c'est sûr, là, on ne pourrait pas s'entendre. Après, bon, c'est ça. Bon, elle fait tout ce qui est design. Elle gère les sous-traitants. Elle gère tout le design de mode, tout le vêtement. C'est elle qui le gère du début à la fin. Moi, je m'occupe du reste. Donc déjà... Vous avez chacun votre domaine. Ouais, tout ça, c'est dissocié. Donc... tu sais, je vais pas aller lui dire non, mais là, la poche, je veux pas... Enfin, évidemment, j'ai mon avis à dire parce que je suis son associé. J'ai envie, moi aussi, les vêtements m'intéressent. Mais... je vais pas trop lui faire de commentaires sur comment elle dessine un vêtement, tu vois. Comme elle va pas venir me dire ce client-là, tu l'as mal géré. On peut se le dire parce qu'on discute, mais chacun son rôle. C'est ça qui nous sauve, parce que je t'avoue que oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu sais, tu sais, des fois, on va s'envoyer des réflexions, parce que comme si un peu, c'était moi, je vais lui parler comme si c'était mon employé, tu vois. Ou elle va me parler comme si j'étais son employé, alors que pas du tout, on est associés. Et en plus, conjoint. Donc, tu sais, on peut mal se parler des fois. C'est compliqué, j'avoue, c'est compliqué. Mais regarde, ça fait 5 ans, on y arrive. C'est juste qu'il faut vraiment réussir à chacun gérer son truc. Et là, je t'avoue que, bon, on en parlera plus tard, mais on a des projets qui s'en viennent, où on va être un peu plus éloigné. Parce que aussi, tu sais, on travaille tous les jours ensemble. Toute la journée, on est ensemble, on rentre à la maison le soir. Tu sais, on va pas se raconter notre journée, tu vois, genre comme ferait un couple qui travaille pas ensemble. Normalement, ouais. C'est ça. Donc, tu sais, on s'est dit aussi, ça serait bien quand même d'arriver à avoir 2 endroits différents
Oui. Ou on peut aussi, moi je fais ma vie, elle fait sa vie, sans qu'on soit tout le temps ensemble, quoi. Je pense que c'est bien vous pour... êtes sur la même entité. Exact. On partage le même projet, bon, moins de... Ben, je te pose la question parce que pour moi, je pense que c'est important de... Tu sais, quand on parle d'entrepreneuriat, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est toujours une question de... C'est des risques, tu te sautes, tu fais des bons coups, t'en fais des moins bons, tu fais des bonnes associations, tu fais dans moins bonnes, puis il y a des histoires comme telles, comme la tienne, que je pense que c'est important d'exposer que oui, c'est pas facile, C'est clair. mais il y a des moyens comme dans tout, c'est un peu ce qu'on veut relever. Et dis-moi, dans tout ça là qui s'est passé dans les dernières années, qu'est-ce qui a été pour toi le plus gros challenge? On a parlé de ça, là. Peut-être que ça, c'était un gros challenge. Mais mis à part ça, quel aurait été ton autre challenge que je pourrais peut-être t'envoyer dans une optique un petit peu plus individuelle? Ouais, ok, individuel. Bon, alors oui, ça c'était un challenge, mais ça c'était parce que la relation c'était pas vraiment, c'était un défi effectivement, mais c'était quand même assez simple, quoi. Je veux dire, c'est une relation de couple, ça fait 10 ans, on sait me gérer. Un vrai challenge, je te dirais que il y en a pas mal, hein, mais moi je trouve que le plus gros, c'est de me concernant en tout cas, ça c'est vraiment personnel, et c'est d'ailleurs une discussion que j'ai eue avec Emma où elle veut toujours aller plus loin. Moi en fait, c'est ça de pas stagner. Okay. Parce que j'aurais tendance, moi, à me dire, ok, là, je suis arrivé à un point. Voici, c'est bon. Ouais. J'ai mon truc, ça, je peux partir en vacances, Et c'est ça qui est compliqué, je trouve, à un moment donné, à se dire, est-ce que je m'arrête là ou est-ce que juste ce milieu-là. Exactement. Et c'est pour ça que je suis content d'être avec une personne comme Emma qui, honnêtement, en termes d'entrepreneuriat, elle est incroyable. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait très bien où elle va. Et elle veut être challengée tout le temps. Tu vois. Elle veut pas... Dès qu'on est comme ça, elle me dit là c'est la routine, c'est pas possible. Donc il faut partir autre part, il faut encore des trucs. Et je t'avoue que c'est là où c'est dur pour moi. C'est de me dire ok, là je suis cool, je suis bien, je veux plus parce que j'ai quand même du sang corse, donc tu sais, les Corses on est un peu feignants, on est un peu genre tranquille et tout, on est bien, tu vois. Mais du coup c'est ça le challenge, il faut réussir à sortir de la zone de confort, tout simplement. Dès que tu l'atteins, boum, il faut réussir à sortir parce que sinon voilà. J'imagine qu'à certains moments tu fais la balance à Emma également. 100%. Donc, oui, des fois, il faut pousser, mais des fois, il faut peut-être être un peu plus en retrait. Est-ce que tu as une situation en tant que telle où que tu as vraiment senti... Tu as un foirage, là, que tu as vraiment senti que comme il fallait aller de l'avant, puis tu as reculé ou tu as été fidèle à toi-même, puis là, aujourd'hui, tu as fait... aujourd'hui, c'est un apprentissage, hein, bien sûr, mais que tu t'es dit comme... Damn, tu sais. Ouais. Oui. oui. Récemment, en plus, surtout, ça... Et c'est là où, justement... c'est là où c'est dur. C'est quand il y a un foirage comme ça, que ce soit de ma part ou de la part d'Emma, tout de suite, ça va dans le couple aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ça qui est dur. Tu sais, quelqu'un qui se foire à son taf, il rentre chez lui le soir. C'est fini. Il s'est foiré, c'est bon, il n'en parle plus, il est avec sa conjointe et tout. Nous si ça foire un truc vraiment foiré, à la maison, il faut réussir à dire, ok, c'était le travail, il faut pas que ça foire la relation. Et oui, moi j'ai foiré là récemment, il y a 1 mois et demi, parce que sur un projet de boutique. On doit prendre une boutique, on doit signer une boutique, signer le bail d'une boutique et tout. Mais moi, ça me convient pas. Il y a des clauses qui me conviennent pas, tout ça. Je suis un peu là et j'aime beaucoup négocier. J'adore négocier. Moi, ma vie, c'est de négocier des trucs. J'adore négocier, tu vois. Et Emma, elle en a marre. Elle est contente, mais elle me dit arrête de toujours vouloir négocier. En fait, j'ai toujours l'impression qu'on va essayer de me rouler. On va essayer de me la mettre à l'envers. Donc, je veux toujours négocier. Et là, j'avais l'impression qu'on essayait de me rouler. Sauf que non, on n'essayait pas de me rouler. Mais du coup, à cause de ça, je me suis un peu emballé et tout, avec les discussions avec le courtier, etc., et le propriétaire, jusqu'au point, ils m'ont dit, Emma, elle avait tout préparé, hein, elle avait pas préparé la devanture, elle avait tout dessiné, la devanture de la boutique, elle avait vu l'intérieur, elle avait tout fait, tout préparé, tout. C'était prêt, on avait juste à signer, prendre les clés. Et là, tellement je m'emballe, tellement je m'énerve et tout, mais ils me disent, bah non, vous n'aurez pas la boutique, désolé, on la donne à quelqu'un d'autre. Donc là, tu t'imagines bien. Je me suis fait pourrir. Et ça, c'était un énorme échec. Mais comme tu l'as dit, justement, un échec qui te sert à évoluer, ça m'a fait grandir tout de suite. Et j'ai rattrapé la chose quand même. Parce que le soir à la maison, je me suis fait remonter les bretelles. Et Emma, elle m'a expliqué que... Bon, en tout cas, bref, j'ai rappelé. Mon mea culpa, je me suis excusé, etc. On a quand même eu, du coup, cette boutique. Mais c'est ça. C'était pour moi un énorme échec, quoi. Je veux dire, surtout là, pour le tout. On prévoit une nouvelle boutique qui est quand même incroyable, un super projet. Emma prépare tout, elle fait tout bien dans les règles et tout, et moi j'arrive, bam, et elle nous passe sous le nez. Donc gros échec, mais qui finalement... Mais je trouve ça cool que je trouve ça
bien que tu nous racontes ça, puis tu le sais de manière un peu, comment dire, honnête et vulnérable, parce que ça, tu sais, des fois, oui, justement, tu sais, on négocie, puis on a une certaine fierté. Moi, je suis pareil, là, j'ai une certaine fierté de négocier parce que tu veux pas te faire rouler et tout ça. Exact. Puis à un moment donné que, tu sais, il faut être en mesure, dans une négociation, on doit toujours sortir avec deux parties qui sont le plus, comment dirais-je, contents. Ouais, exact. Et des fois, on l'oublie, hein, des fois. T'as totalement raison. Et puis, mais c'est bien d'en parler parce que, comme je suis sûr qu'il va y avoir plein de gens qui vont se reconnaître là-dedans, à se dire comme, ah, j'ai peut-être été un petit peu trop gourmand dans cette situation-là et tout ça. Là. Et dis-moi, juste, on est à combien de temps? 37. Okay, ah ouais, déjà? Ouais, je te dis, ça roule. 35 en fait, parce que ça a pris 2 minutes avant. Ouais. Ben, en fait, quels sont les là maintenant, là, que, ok, vous êtes, parce que je veux pas que tu vas pas stagner, hein, de toute manière, Emma va te le dire, là. Et là, où est-ce que tu en es? Puis, quand tu regardes ton parcours, est-ce que t'es content? Tu me dis qu'il y a certains projets, est-ce qu'il y a certains projets, tant que tel, que tu peux nous en parler de où est-ce que tu t'orientes? Alors déjà, oui, je suis très content. Je suis très, très, très heureux et très fier surtout du parcours. Quand même. Et ça, je pense qu'il faut quand même le dire. Tout à fait. Quand on est fier et heureux, et puisqu'on part de rien finalement, Ouais. on part de zéro, on est arrivé ici juste avec nos économies. On a réussi à faire ça. Et donc on a ouvert en 2019, ouais, il y a 2 ans, on a ouvert notre première boutique. Donc ça, c'est le premier projet. Incroyable quand même. Enfin, pour nous, incroyable, quoi, ouvrir une boutique, c'était un peu un rêve. Et on a ouvert notre première boutique sur la place de Saint-Hubert, où c'est un atelier boutique. Donc moi, j'imprime des vêtements aussi, parce qu'on fait aussi de l'impression. Nice. Tu sais, nos logos comme ça, ou ce genre de choses, ou plein de trucs qu'on imprime. Donc moi, j'imprime ça. Emma, elle a sa table de coupe, de prototype, elle a la machine à coudre. Donc c'est atelier, boutique. Donc les gens peuvent venir acheter nos vêtements et des accessoires, et aussi voir une partie de la production. Parce qu'après, on a plein de sous-traitants à Montréal qui nous font la couture, etc., qui ne voient pas, mais ils voient quand même une partie de la production dans cette boutique atelier. Et justement, là, le nouveau projet, je viens de t'en parler juste avant, là où il a failli y avoir l'échec, c'est une deuxième boutique. Donc ça, c'est quand même, là, c'est un accomplissement incroyable parce que... On multiplie. Ouais, on multiplie. Une boutique il y a 2 ans, là, boum, deuxième boutique sur Saint-Laurent. Donc c'est la main un peu, Saint-Laurent, croisement du Lude. Donc là, ça va vraiment être juste une boutique. Enfin, juste. Ça va être une boutique. Il n'y aura pas d'atelier, on va venir pour voir ce qu'on fait. Et là, c'est plus notre univers très coloré. Enfin voilà, donc c'est... Un très bel accomplissement. On est vraiment heureux tous les deux. Donc les projets, c'est ça. Les projets, c'est de réussir à garder cette deuxième boutique, parce que c'est quand même un gros challenge, et c'est là où on essaye d'aller encore plus loin. Toujours un risque. Et non, toujours, on prend toujours des risques, et pour l'instant, ça paye. Il y a bien un jour, on va un peu se tromper, mais on verra. Donc les projets, c'est ça. Et ouais, c'est ça, hein, en vrai. Ouais, je vois vraiment votre... c'est une progression fulgurante. C'est beaucoup de... Comment dirais-je, j'ai vu les vêtements, c'est super beau, c'est coloré. Merci. C'est trendy. Exact. Tu viens de Corse, mais on va se l'approprier comme étant montréalais, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et ça m'apporte une question, parce que là, tu as un beau parcours, puis honnêtement, ton discours avec nous est très... beaucoup de vulnérabilité, tout ça, puis c'est super important. Ça m'apporte à ma dernière question, mais toi, je vais te donner ce qu'on appelle une carte... on l'a pas encore là, mais une carte de retour, parce que c'est une première, et j'aimerais bien un jour te réinviter. Ok, plaisir. Et je reviens sur un point on prend la machine à voyager dans le temps. Et on revient au moment où tu es à Montréal. Et tu as justement ta conjointe de l'époque, la demoiselle qui était à Londres. Exact, ouais. Elle quitte, elle ne veut plus être là. Ouais. Si je te ramène à cette situation-là, elle est partie, là, tu te retrouves, là, t'as Emma, l'ami, ok, ça va, mais comme... Ouais. Qu'est-ce que tu te dis? Tu peux te dire une seule phrase. Ou peut-être 2. Bah là, Qu'est-ce que tu te dirais? À l'époque, mais ouais, à l'époque, quoi. Ouais, ben on revient là. Avec le vécu, là. On a pris une voiture, on a pris la voiture à voyager dans le temps, on revient à cette période-là, où tu étais probablement dans une période où, ok, ben j'ai quitté le pays, je veux pas être là. Ok, qu'est-ce que je fais? Ok. J'avoue, c'est un moment en plus, c'est tellement un moment clé, en vrai. Ce moment-là où elle me dit, en plus, je rentre d'American Apparel du travail, j'arrive chez moi, elle est en pleurs, cette fille, et elle me dit, je m'en vais maintenant. Tu sais, je savais pas, moi, rien. Je suis pas je rentre du travail. Je m'en vais. Donc là, boum. Donc là, c'est vrai, je me dirais... J'ai une phrase que je dis souvent, mais je peux pas vraiment la dire maintenant, parce que c'est pas très poli de dire ça, mais... Ouais, je te fais confiance.
Je les ai posés, quoi. J'ai posé mes couilles sur la table, comme on dirait, mais je pense, au pire, on pourra le couper. Ouais. Si jamais. Non, mais poser, ça se dit. Ça se dit, ouais. Non, c'est ça, c'est que à ce moment-là, j'ai eu du courage, quoi, pour le dire plus poliment. Beaucoup de courage. Et honnêtement, depuis ce jour-là, tout le business, tout l'entrepreneuriat, tout ça, pour moi, c'est quasiment que ça. C'est que des couilles, quoi. C'est que des couilles. Il y a des échecs, on aurait pu plein de fois, enfin pas vraiment des échecs, mais on aurait pu plein de fois dire non, on arrête, c'est bon. On arrête, c'est dur, il faut juste y aller, il faut juste les poser. Et regarde aujourd'hui, ou encore là, on prend une deuxième boutique. Honnêtement, c'est un stress de ouf. C'est un stress de ouf, tu vois. Donc c'est toujours les poser. Et c'est ça, et ça fonctionne. Du moment que tu as l'envie, du moment que tu es déterminé, en vrai, je pense que courage, détermination et un brin de chance, peut-être aussi. On crée notre chance. Mais c'est ça, on crée notre chance à fond. Donc voilà, je dirais à ce mec-là qui était pas bien à ce moment-là, que bravo quand même. Bravo finalement. J'ai rien lâché et je lâcherai rien. Et c'est ça qui permet d'avancer, quoi. Thibaut, c'était incroyable. Merci d'avoir passé ce moment-là avec nous. Félicitations pour ton entreprise, félicitations pour ton parcours. Merci beaucoup. C'est vraiment honorable, c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'humilité. T'es installé dans un autre pays, lancé ton entreprise en vêtements. C'est vrai. Et on n'est pas... On a officialisé la deuxième boutique tant que telle. C'est vrai. Est-ce que c'est en primaire, ça? Tu as annoncé sur les réseaux sociaux? Non, là, on l'a annoncé là. On fait l'ouverture jeudi prochain. Ok. Donc c'est ça, j'avoue, il faut en parler. Jeudi prochain, ouverture. On va en parler. Je sais pas si ça va sortir le prochain, mais en tout cas, ça sera sorti. Mais merci d'avoir partagé avec nous. Merci à toi, merci beaucoup. Un grand plaisir. On se retrouve avec une autre émission incroyable sur un entrepreneur exceptionnel. Donc, on suit les activités justement de Thibaut avec Bird et Emma. Et Emma, bien sûr. Bien sûr, on n'oublie pas, on la salue. On se revoit la prochaine fois. Merci.